En 2003, sort une série qui se concentre sur le rôle des femmes et leur point de vue dans les banlieues chic américaines. Jusqu'alors, on avait plutôt le regard masculin cynique ou désabusé, voire désenchanté de ces espaces, par exemple dans American Beauty ou encore dans les maisons préfabriquées des premiers films de Tim Burton. La banlieue sert alors à un message anticonformiste. Dans un monde aseptisé, randomisé, la différence n'a pas sa place. Mais si l'on se penche sur les personnages féminins, on s'aperçoit que ces œuvres sont empreintes d'une certaine misogynie. Ragot, conservatisme, souci de l'image, il faut attendre le début des années 2000 pour quitter cet imaginaire et se pencher sur la ménagère de moins de 50 ans. Desperate Housewives présente 4 profils, 4 facettes de la féminité, mais toutes se rejoignent pour montrer une chose. Être femme au foyer, c'est pas une partie de bilboquet. Ingratitude de la famille, répétitivité des tâches, quotidien morne. Il va falloir, pour sortir de ce quotidien qui ne fait pas vraiment rêver, apporter une dose de mystère. It's a fact of life in every neighborhood. People move in and people move out. Although very few of them pack up and leave at 2 o'clock in the morning. Le ton est donné et va inspirer des centaines de productions culturelles sous un vernis progressiste et féministe, mais cachant en vérité un message souvent conservateur. On va pas refaire le match, ça a déjà été fait, et certainement mieux que moi, mais pour résumer, on va parler par exemple du message anti-avortement de cette série, aussi le manque de diversité dans le casting, et aussi le cadrage qui est quand même vraiment celui de personnes privilégiées. La série a beaucoup de défauts, mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est d'avoir abordé des sujets tabous, comme la ménopause ou l'alcoolisme féminin. En revanche, ce dont on peut se plaindre, c'est qu'elle a imprégné l'imaginaire de nombreux auteurs et artistes par la suite, faisant de l'œuvre fissure des apparences dans les banlieues chics un sous-genre à part entière. On pense à des autrices comme Liane Moriarty et son Big Little Lies qui a donné justement aussi une série. Je pense aussi à des femmes comme Camilla Läckberg, souvent présentées comme la reine du polar suédoise, mais quand on s'y intéresse, on voit que la touche Desperate Housewives est bien présente. Et donc, plus récemment, Ashley O'Drain. Et c'est son livre qui va nous intéresser aujourd'hui. Bon, c'est une intro un peu longue, mais je pense que c'était important quand même de décrire le contexte de ce genre d'œuvre. Aujourd'hui, on va donc parler de Des Murmures, le nouveau roman d'Ashley O'Drain. Et avant de commencer, je pense qu'il est important quand même de se pencher sur le profil de cette autrice, et pour dire des choses différentes que c'est le genre de visage que j'utiliserai comme illustration à la nationalité américaine. D'ailleurs, elle n'est pas américaine, mais canadienne. Mais elle a vraiment le visage typique de la nord-américaine dans ce cas-là. Ashley O'Drain est une autrice canadienne qui a travaillé dans les relations publiques, puis comme directrice de publicité de Penguin Books Canada. C'est à la suite de problèmes de santé de son plus jeune fils qui avait arrêté de travailler. C'est important ça, parce que la tension entre rôle de mère et vie professionnelle est quelque chose qui irrigue vraiment ses œuvres. Elle va se rendre compte que l'écriture l'aide à ne pas se laisser submerger lors de cette crise familiale. Son premier roman, Entre toutes les mères, décrit justement la maternité d'une manière intéressante, représentant l'arrivée d'un enfant comme une menace. On peut comparer à un film comme We Need to Talk About Kevin, qui est lui-même tiré d'un livre. Mais vraiment quelque chose d'intéressant dans le fait que l'enfant est vraiment l'irruption de quelque chose d'étranger, l'irruption de quelque chose de dangereux et qui est en train de déstabiliser totalement la vie qu'elle avait jusqu'alors. Dans le livre dont j'ai envie de parler aujourd'hui, le rôle de mère n'est pas aussi ambivalent que dans Entre toutes les mères. Mais cependant, je trouve qu'il sert vraiment à mettre les femmes en compétition, où les bonnes mères vont juger les mauvaises et les mauvaises vont juger les bonnes. Cette notion de compétitivité entre les femmes est très présente dans le livre, avec la peur principale, être remplacée par une femme plus jeune. Je sais que ça peut être maladroit dit comme ça, mais j'ai remarqué que c'était vraiment une peur très prégnante dans ce type de profil. On le retrouve dans les magazines féminins derrière l'injonction à ne pas vieillir, dans les nombreuses séries ou films, où le point de départ c'est la découverte d'une liaison ou la rétrogradation en faveur d'une collègue souvent montrée comme ayant les dents longues. Et je pense que c'est une peur de privilégié. Que ce soit au sein du couple ou au travail, cette peur d'être remplacée, c'est déjà la preuve que leur position est enviable, bien qu'instable. Au lieu de soutenir des messages de solidarité entre les femmes, ces œuvres les mettent en concurrence, dans une vision presque bio-anthropolo-darwinienne que ne renieraient pas, par exemple, les incels. Pendant ma lecture, j'ai pensé à eux, dans l'obsession du corps et la difficulté à se conformer au modèle proposé par la société. Et donc, le ressentiment qui en découle, on le voit dès qu'il s'agit de décrire des femmes plus jeunes, comme des femmes plus bêtes ou plus opportunistes, souvent avec moins de classe, moins de goût, bref, une version plus cheap de l'héroïne. Si à la limite ce manque de solidarité était circonscrit aux rivales, mais non. Dans ce livre, aucune amitié entre femmes n'est sincère. Elles sont toutes animées par des intentions obscures. Et ça, normalement, c'est censé m'intéresser en littérature. Tout ce qui touche à l'aspect souterrain de la psyché humaine,
à l'ambivalence des personnages m'intéresse, surtout si c'est fait avec des méthodes assez, on va dire, modernes, comme le flux de conscience par exemple. Sauf que l'esthétique du livre, je sais même pas si on peut parler d'esthétique du livre, en fait il n'y en a aucune. Il est construit d'une manière très classique, avec un chapitrage assez resserré, et chaque chapitre permet de se concentrer sur une héroïne. Chacune a une problématique, scène finale avec la grande résolution, qui résout toutes les problématiques des héroïnes. Et le principal problème, c'est qu'aucune de ces héroïnes n'est tangible, n'existe vraiment. Et ça, c'est peut-être un peu moins grave, mais n'est attachante aussi. Elles sont toutes nombrilistes, pleines de jalousie et de ressentiment envers les autres, à vivre leur vie par procuration, ou alors à les dénoncer auprès des autres femmes en espérant l'approbation. À cela, on ajoute un mystère qui n'a de mystérieux que le nom, et qu'on oublie dès le livre refermé. C'est un livre dispensable, alors que son premier était vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai été assez déçue. Même dans sa manière d'écrire, où elle mettait beaucoup de texture, je trouvais, à l'époque, dans ses descriptions, beaucoup de sensorialité. Et ça apportait une sorte de poésie un peu au reste de l'histoire qui est toujours quand même assez classique. L'histoire de la texture, c'est quelque chose en littérature que je trouve vraiment intéressant. Je lis à côté là un autre roman qui s'appelle Leçon, dont on a pas mal parlé, et qui apporte justement dans cette description vraiment quelque chose de... Enfin, je sais pas comment décrire, mais c'est vrai que quand on le lit, on n'a pas l'impression que c'est plat, que c'est... Je sais que je déteste quand les gens disent oui, ce livre est plat, parce que ça veut rien dire, mais ce que je veux dire, c'est que on a vraiment l'impression de sentir la langue comme si elle faisait vraiment appel à nos autres sens. Et qu'on n'est pas juste sollicité, enfin notre vue n'est pas juste sollicitée par les mots, mais elle l'est par les images que crée l'auteur ou l'autrice, par les choix qu'il fait. Justement, par exemple, pour le son, c'est le choix que j'ai marqué dans les adjectifs. Souvent, moi je dis qu'il faut les virer et tout, mais là je commence à en revenir en me disant non, un bon adjectif bien choisi, bien placé à un moment où on ne s'y attend pas, ça apporte à l'image qu'on essaie de donner vraiment une toute autre dimension. Bref, petit aparté langue. Le livre dont je parle aujourd'hui, il aurait pu être écrit par les deux autrices dont je parlais, Camilla Lackberg ou Liane Moriarty, j'en aurais pas été étonnée du tout. Elle a perdu tout ce qui pouvait faire un peu sa singularité. Le rapport, une des questions qui est intéressante dans le livre, c'est le rapport qui existe entre travail et maternité. Mais c'est une vision d'un féminisme assez libéral, dans le sens où la femme ne devrait pas se sacrifier pour sa famille, mais plutôt pour le travail. La maternité est vécue comme un arrachement, un obstacle à l'empouvoirment. C'est pour ça que l'un des personnages principaux continue à travailler. Ce qui est curieux, c'est que c'est montré comme quelque chose de très subversif, alors que c'est le quotidien de millions de femmes. Et à chaque crise familiale, elle se cramponne à son travail, qui semble être vraiment le lieu de l'émancipation. Et c'est là où le profil de cette femme doit être souligné. Car ce sont toujours des femmes qui sont dans des postes à responsabilité. Des femmes qui peuvent voyager, des femmes qui peuvent avoir des dîners d'affaires dans des restaurants de luxe, qui peuvent dormir dans des hôtels avec de beaux shampoings en échantillon. C'est sûr que ce genre de boulot doit être agréable, surtout que le livre ne met jamais en scène les tâches qu'il recoupe. Ce que je trouve plus grave, c'est qu'on nous vend ce type de livre comme les nouveaux Desperate Housewives. On nous assimile ces femmes aux femmes au foyer. Mais ce sont des héroïnes qui finalement n'ont aucune responsabilité, aucune corvée, ne font jamais le ménage et laissent la garde et l'éducation des enfants à des femmes plus pauvres. Bref, elles externalisent tout ce que ce rôle a l'habitude de supporter pour ensuite nous montrer que c'est une souffrance, qu'elles ont perdu leur vie d'avant, qu'elles se sont sacrifiées pour leur famille, ce qui est un peu fort de café. Les femmes au foyer, ce sont des femmes qui ne sont jamais rémunérées pour ce qu'elles font pour la société, qui ont souvent des tâches les plus ingrates et les moins rétribuées, qui souffrent de charge mentale. Que nous, lecteurs, la seule image de cette femme dont nous disposons, ce soit celle-ci, donc des femmes au foyer, entre guillemets, bourgeoises, assistées, c'est quand même un peu du foutage de gueule. Quand est-ce qu'on pourra vraiment lire pour de vrai un roman sur ces femmes invisibilisées ? Moi, j'ai l'intuition quand même que ces auteurs et ces autrices ne s'intéressent pas vraiment à ces femmes, ne s'intéressent pas vraiment à ces quotidiens. S'ils se sentent obligés d'ajouter du mystère ou des paillettes pour qu'ensuite ces femmes-là puissent être jouées par Nicole Kidman ou Reese Witherspoon, c'est parce que, enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai, elles ne les intéressent que comme décor, que comme moyen facile d'irriguer un message féministe de façade, celui du sacrifice des femmes au sein de la cellule familiale. Mais les profils qu'elles choisissent nous donnent envie de leur dire, il faut quand même que vous rappeliez que toutes ne se sacrifient pas au même prix. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.